Alors on a construit cette table ronde, notamment avec Olivier Jacquin, donc sénateur socialiste de Meurthe-et-Moselle, avec lequel je travaille depuis plus d'1 an sur ces sujets-là. Et là, c'est aussi un élément qu'on voulait mettre en avant, ce travail entre le parti, les groupes parlementaires, etc. On a construit cette table ronde où on va en réalité partir du terrain, puisque très rapidement, je vais donner la parole à des témoins, à des travailleurs concernés. Donc on a ici la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Brahim Ben Ali, qui est un chauffeur VTC parisien qui s'est mobilisé contre Uber. Bravo. Et puis Dylan Boutifla, qui est travailleur indépendant, consultant en formation, voilà, et qui va nous parler de son expérience de travailleur indépendant et aussi, je crois, de son expérience justement du confinement, du télétravail dans le cadre de son activité. Et donc on va partir de ces témoignages. On va partir de ces témoignages et on va partir de notamment de ce sujet de l'ubérisation des travailleurs des plateformes, etc. Pour ensuite aller vers le sujet de la protection des indépendants de manière générale, puis la protection en fait de tous les salariés concernés par le numérique, puisqu'on va terminer par parler du télétravail, qui n'est pas nouveau, mais qui a pris évidemment une ampleur sans précédent pendant le confinement, pendant la crise sanitaire, avec une certaine incertitude sur les conséquences à moyen long terme d'ailleurs de ce bouleversement des modes d'organisation du travail à la faveur du confinement, et le télétravail qui donc lui aussi est rendu possible par les progrès du numérique, mais qui concerne là non pas seulement les travailleurs indépendants, mais l'ensemble des travailleurs, y compris des travailleurs salariés. Donc je vais laisser la parole tout de suite, comme je l'annonçais, à Brahim Ben Ali, donc qui va nous parler de son activité de chauffeur VTC et de son combat. Alors, du coup, attends, il faut que je... Voilà, il faut juste laver le micro avant de le transmettre et c'est bon. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre présence. Je vais vous parler alors déjà de mon expérience professionnelle. Donc, comme on l'a indiqué, je suis chauffeur VTC, mais aussi syndicaliste. Alors, pourquoi? Ça a commencé par une expérience en tant que chauffeur. Uber est arrivé sur le marché avec une nouvelle méthode de consommation, avec la facilité d'avoir une plateforme numérique, d'avoir du coup un client disponible tout de suite. Donc c'était l'offre et la demande. Et puisque les taxis ne voulaient pas répondre, donc du coup à cette offre, il fallait une nouvelle demande, c'est-à-dire les VTC. On est arrivé sur le marché, une application plaisante, une facilité à travailler pour toutes les personnes qui souhaitaient travailler tout de suite. Et il y avait une possibilité de générer un chiffre d'affaires et au fur et à mesure du temps, on n'a pas vu en fait cette fameuse dictature numérique qui arrivait et avec aussi ses pièges dans ces plateformes numériques. Et du coup, on pensait qu'on maîtrisait en fait, par exemple, les coûts, on pensait que c'était de manière aléatoire, que les clients, par exemple, quand ils commandaient via cette plateforme numérique, on pensait que voilà, tout était dirigé par un algorithme, qu'il n'y avait pas une mise dessus et qu'on ne pouvait pas contrôler cet algorithme-là. Mais au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait quand même des discriminations entre nous. C'est-à-dire que, par exemple, on nous a mis des notations, on a commencé à noter sur les véhicules, la tenue professionnelle, c'était des exigences. Sauf que derrière l'exigence, la tarification baissait. Parce que derrière, il y avait de plus en plus de chauffeurs. Et donc, on a commencé à créer en fait une structure syndicale parce que plus il baissait les prix, plus derrière, nous, en tant que statut auto-entrepreneur, puisque on ne peut pas récupérer la TVA au sein de ces plateformes numériques, puisque ce sont une plateforme de mise en relation clientèle, derrière, plus il baissait, plus on ne pouvait pas subvenir à nos charges. Donc on a décidé de créer un syndicat, on s'est regroupé, négocié avec eux, le dialogue social est unilatéral avec eux, c'est-à-dire que vous disent qu'en réalité, vous pouvez gagner, plus vous travaillez, plus vous gagnez. Sauf que derrière, il y a des soucis de santé. Et vous voyez, vous avez été au devant de la scène, vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de chauffeurs qui ont eu des accidents, vous avez vu des articles de journaux qui sont sortis. Et du coup, c'est suite au nombre d'heures exercées au sein de ces plateformes. On est par exemple passé de 8 heures à 15 heures par jour, ce qui est énorme. Donc ces chauffeurs qui exercent 15 heures par jour, 7 jours sur 7,
à un moment, on se retrouve à générer des chiffres d'affaires alors qu'auparavant, on mettait à peine 7 heures pour générer ces chiffres d'affaires. Et donc, on discute avec ces plateformes-là, on se rend compte que le dialogue, ce n'est pas possible. On nous renvoie à, si vous n'êtes pas content, changez de profession. Sauf que derrière, on nous invite gentiment à travailler pour eux pendant des années, et on nous réinvite à nous à sortir de cette activité-là et de refaire une autre activité. Et donc nous, on a attaqué ces plateformes-là, on a attaqué donc, au sein de ces plateformes, en essayant de parler du coup avec des salariés de chez eux pour nous expliquer un peu comment ça fonctionnait, parce que même au sein de ces plateformes-là, les salariés se rebellent contre ces plateformes-là, parce qu'ils sont mal payés, sont sous-payés. Du coup, grâce à eux, on a réussi à comprendre que, en réalité, déjà, premièrement, il faut savoir que les courses sont distribuées pas de manière aléatoire, mais c'est la sélectivité, c'est-à-dire qu'ils décident eux-mêmes d'attribuer des courses. Donc vous avez été, à mon avis, confronté à ça un jour, vous avez vu une course annulée par le chauffeur, ce n'est pas vrai, ce n'est pas le chauffeur qui l'a annulée, c'est la course a été réattribuée à quelqu'un d'autre en fait. Du coup, ça fonctionne un peu comme Tinder, c'est des profils. On essaye de vous smasher en fait entre profils pour voir quels sont les profils adéquats. Et du coup, tout ça nous a amené à réfléchir, à dire à l'heure actuelle, pourquoi on ne crée pas notre propre plateforme collaboratrice. Du coup, on essaie de réfléchir à ça, mais c'est suite à tous ces combats-là, suite au fait aussi que, par exemple, quand vous êtes facturé, je vous donne un exemple, sur une course à 10 €, on vous prélève 25% de commission. Donc du coup, on n'en perçoit que 7,50 €. Derrière, Uber déclare qu'on a perçu 10 €. Ils disent que l'argent a transité entre le client et le chauffeur, et qu'eux prélèvent des frais de commission. Et donc tout ça nous a amené à penser à l'heure actuelle à revoir tout ce modèle-là, et aussi, l'un des combats aussi pour terminer, c'est qu'à l'heure actuelle, on a énormément de faux chauffeurs au sein de ces plateformes-là. Je me suis battu pour dénoncer ça. Je me suis battu, j'ai proposé des solutions au gouvernement, maintes et maintes fois des solutions numériques pour contrôler à distance donc les documents. On voit qu'il y a énormément de documents frauduleux, et nous en fait, si vous voulez, nous sommes un peu les VTC 3.0, on ne veut pas être assimilés à ces plateformes numériques, puisque nous-mêmes nous avons des documents qui sont normes, avec une vraie carte professionnelle, on ne veut pas être assimilés avec des faux chauffeurs qui agressent des femmes et tout. Et suite à ce combat-là, j'ai été déconnecté par cette plateforme-là, puisqu'on m'a renvoyé à la classe diffamatoire de 6B. Vous avez diffamé contre la plateforme Uber, on vous rompt le contrat partenariat. Et du coup, grâce à tous ces acteurs-là, dont je remercie Maître Justy qui m'a accompagné depuis le début, et aussi le sénateur Olivier Jacquin, qui m'ont aidé dans ce combat-là, et je les remercie au nom de tous les VTC. Merci. Merci Brahim, et j'allais dire merci pour ton intervention, mais merci aussi pour ton combat, pour cette mobilisation que tu mènes dans des conditions difficiles. Et tu racontais à la fin, voilà, on voit aussi ce qu'il en coûte lorsqu'on a le courage de se mobiliser contre ces plateformes. Je passe la parole, donc, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, à Dylan Boutifla. Bonjour, alors je vais rapidement vous dire un petit peu comment se situe notre intervention, et ça rejoint un peu à la fois la logique d'enfermement, d'isolement dans laquelle on peut très vite se retrouver. Alors moi, pendant une quinzaine d'années, j'ai travaillé dans l'administration territoriale, j'ai occupé des fonctions de chef de service, de directeur d'équipements municipaux, etc. Et en 2014, j'ai voulu quitter cette administration pour créer mon activité de conseil et de formation, d'abord pour les administrations avec lesquelles j'avais travaillé, mais aussi depuis avec les administrations de l'État, les services déconcentrés de l'État, des services centraux ministériels, des entreprises, grands groupes du CAC 40, mais aussi entreprises du secteur TPE, PME. Et moi-même, ayant en parallèle créé une entreprise de l'économie sociale et solidaire, à savoir un café livré dans le 19e arrondissement de Paris, j'avais souhaité continuer à entretenir cette connaissance, cette pratique des collectivités locales, des administrations publiques, en développant toutes les compétences en termes de management, d'accompagnement et d'organisation des entreprises et des administrations. Il se trouve qu'en 2014, je crée cette activité, donc je m'inscris dans le statut du micro-entrepreneuriat, à l'époque l'auto-entrepreneuriat, était en fait une des conséquences de la loi de 2010 qui prévoyait en fait de créer des outils de formation tout au long de la vie, d'acquisition de compétences et de reconnaissance de nouveaux statuts pour les acteurs de l'économie qui n'étaient pas bénéficiaires du statut de salarié, qui bénéficiaient d'un contrat de travail pour l'entreprise ou d'un statut dans la fonction publique. Et moi, je trouvais que ça correspondait à ce que j'imaginais comme capacité à m'autonomiser, à me situer dans un marché du travail en concurrence avec d'autres intervenants, mais je n'imaginais pas toutes les contreparties et toutes les conséquences de cette autonomisation et de cet isolement finalement
de l'activité économique, de la création d'activités d'entreprise. Puisque un individu est égal à une entreprise, à partir du statut de micro-entrepreneur. Et il se trouve que quand on a créé ce statut, quand les pouvoirs publics ont créé ce statut en 2010, il était prévu que ce soit un statut transitoire, provisoire, qui était, comme souvent quand on crée des nouveaux dispositifs, on annonce qu'on va le créer de manière transitoire avec à la clé une évaluation. J'en ai reparlé récemment avec plusieurs amis qui sont IGAS, qui sont des hauts fonctionnaires et qui m'ont dit, bah, comme souvent, on n'a pas fait l'évaluation. Le parlementaire peut le confirmer, alors que le Parlement serait vraiment habilité pour le coup à faire ce travail d'évaluation. Et il se trouve que moi, quand j'ai créé cette activité en 2014, j'étais sur un prix de journée à l'époque parce que je faisais déjà de la formation de manière ponctuelle, sous la forme de marché, de contrats que je pouvais obtenir en parallèle de mon activité de contractuel de la fonction publique. Mon prix de journée allait de 500 à 1200 euros. Aujourd'hui, mon prix de journée il est descendu entre 200 et 500. En 6 ans. Et c'est pas parce que mon intervention a baissé en qualité, enfin, je crois pas, je le souhaite. Un carnet de commandes qui est rempli jusqu'en 2021-2022 pour vous situer, malgré le Covid. Donc je voulais vous situer un peu cette situation, cette expérience, parce qu'elle va prendre un autre tournant au moment du confinement. Parce qu'il se trouve que moi, comme mon activité est essentiellement une activité de formation en présentiel, j'avais déjà développé une activité en distanciel, parce que je pensais que dans un certain nombre de métiers, pour un certain nombre d'entreprises d'administration, il y a des contenus, des sujets qui pouvaient tout à fait être menés sous forme de, vous connaissez les termes maintenant parce que tout le monde a déjà entendu pendant le confinement, webinaire, formation à distance, etc. Et il se trouve que moi j'avais déjà développé des contenus, qu'entre-temps je me suis associé à un cabinet de formation, donc depuis je suis devenu d'ailleurs associé, et il s'avère que moi je suis devenu associé d'ailleurs de ce cabinet parce qu'il fallait que je sécurise mes revenus. Parce que par exemple, juillet et août, j'ai pas un euro de revenu. Parce qu'il n'y a pas d'activité de formation entre le 15 juin et le 15 septembre. Donc, imaginez que l'année dernière, la période qui a été bousculée en termes de présence, de capacité à se déplacer pour former les administrations des entreprises a été complètement bousculée par la période des mouvements de gilets jaunes. Donc, j'ai déjà perdu 30%, 40% de l'activité. Puis ensuite, les grèves autour de la dite réforme des retraites. 2 mois nouveaux de complications pour circuler. Et on arrive au confinement à partir du 16 mars, du 17 mars. Pendant les 57 jours du confinement, j'ai formé pendant 17 jours, à raison de 7, 8 heures, 9 heures par jour. Je n'ai jamais autant travaillé de ma vie que pendant cette période-là. Pourquoi? Parce que vous avez le temps d'animation classique. En distanciel, vous n'avez pas de pause, ça n'existe pas. Parce qu'en fait, vous devez être en permanence en disponibilité pour vérifier la connexion, les vérifications techniques, mais aussi les retours sur la formation, la disponibilité que vous pouvez avoir pour les différents intervenants, pour les différents, pour le coup, stagiaires. Et moi, je forme aussi bien des adultes, par exemple des chefs d'entreprise, des DRH, que des étudiants en alternance, en master de management des organisations, des entreprises. Et il se trouve que pendant cette période, c'est 17 jours, donc c'est l'équivalent de 115 heures, je sais plus. Mais en fait, 115 heures, c'est rien, parce qu'en fait, entre le temps d'intervention auquel vous allez additionner le temps de préparation et le temps d'évaluation, j'ai abouti par exemple à une semaine, la dernière semaine de juin, je te l'avais raconté, je crois, j'ai bossé pendant une semaine de 8h à 20h, non-stop. Je pouvais même perdre, je le dis avec émotion, parce que je trouve que c'est hallucinant qu'on puisse accepter ça, cette espèce d'isolement, cet écrasement de l'individu, cette intrusion en plus dans la vie sociale et familiale, parce que moi, pour le coup, j'avais en côté de ça ma vie personnelle, hein, j'étais confiné comme vous. Mais en fait, de 8h à 20h, il y a une semaine, j'ai fait 49 heures où j'ai évalué, j'ai passé des oraux de Master 2 à la suite, à la chaîne, de 8h à 20h. Et je disais à chaque fois à mes étudiants, dont la plupart me connaissaient, je commençais par me dire, comme je vous le dis là, parce que je vais partir d'ici, parce que j'anime un autre débat après, je m'excuse d'avance, je disais à mes étudiants, vous m'excuserez, j'ai honte d'intervenir dans ces conditions. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas frais, vous n'êtes pas disponible, vous n'avez pas la même capacité à entendre, à accompagner. Moi, la formation, je ne m'éclate que dans le sentiment que j'ai à la fin, que ça a servi à quelque chose. Je leur dis toujours en début, quand je ne connais pas les stagiaires, j'espère que ça vous sera utile, mais c'est vrai. Et en fait, ce temps a complètement bousculé ma vision de mon travail, parce que moi, je ne conçois pas que mon travail ne soit pas de qualité. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça se passe plutôt bien avec la plupart de mes clients. Et que ce soit des étudiants alternants, ou des stagiaires en formation professionnelle, en formation continue, je me suis rendu compte qu'eux-mêmes étaient confrontés à la même difficulté
responsabilité de l'autre côté de l'écran. C'est-à-dire qu'en fait, on a des étudiants qui, je vous passe les détails, moi j'ai des étudiants qui sont des étudiants plutôt aisés, mais j'ai aussi des étudiants de quartiers prioritaires politiques de la ville, notamment les étudiants qui sont identifiés dans les process, vous savez, de sélection de grandes écoles pour accéder à Sciences Po, et qui m'ont dit, mais j'ai pas de téléphone adapté, j'ai pas d'outils informatiques, j'ai pas la bonne connexion. Je dois m'occuper de mes frères et mes sœurs, je dois faire à manger à mes parents, enfin tout ce qu'on a tous connu. Et en fait, je me suis dit, il faut qu'on se batte pour, à un moment donné, porter ce débat-là sur la place publique. On en a parlé au Bureau national du Parti socialiste avec les camarades parlementaires et l'équipe nationale autour d'Olivier. On s'est dit, il faut qu'on ait cette réflexion et qu'on la creuse et qu'on la porte. Parce que rien que les micro-entrepreneurs, on est 1 200 000. Je crois qu'on a sensiblement augmenté le nombre pendant la période du confinement. J'ai entendu dire par les copains qui bossent au URSAF, qui m'ont d'ailleurs beaucoup aidé pendant le confinement pour comprendre la situation. Plus de 200 000 nouvelles entreprises, de micro-entreprises pendant cette période-là, c'est pas rien, 200 000. Concrètement, il faut qu'on puisse réfléchir à la manière dont faire. Nous, alors qu'on cotise aux URSAF, on a un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, par exemple, qui va en fonction de notre revenu, puisqu'on est prélevé à 22% sur notre facturation, puisqu'il n'y a pas de TVA sur nos activités de formation. En fait, on se rend compte qu'au-delà de l'investissement personnel, de ce que ça nous rapporte, qui est quand même très limité. Moi, j'ai gagné en pouvoir d'achat, j'ai perdu en pouvoir d'achat. J'ai perdu en pouvoir d'achat de manière significative. C'est pas grave, je l'ai pas fait que pour ça. Mais je me dis, à un moment donné, ça pose la question de la qualité de notre travail, de l'isolement et de la remise en cause des interactions sociales dans l'entreprise, nous-mêmes en tant qu'intervenants entre nous. Et moi, par exemple, j'ai la chance, je vais terminer là-dessus, d'avoir travaillé avec des collègues. D'ailleurs, il se trouve que la plupart sont des camarades militants syndicalistes ou militants partisans, donc ça aide à faire bloc. Et quand j'avais des clients en face de moi, et j'en ai eu beaucoup, qui m'ont dit, mais avant l'intervention, c'est le dernier exemple que je vais vous donner, pour les 49 heures d'euros à distance, que j'animais en plus la plupart du temps en bilingue, parce que je suis bilingue, en anglais. Je me suis rendu compte qu'il fallait qu'on soit capable de s'organiser pour traduire cette situation dans des actes politiques, dans une campagne, dans la loi, pour faire évoluer les règles, parce que moi je reste un partisan, de cette option de choix de vie, de choix professionnel, comme ça peut être le cas dans les métiers du BPC, et je pense qu'il faut qu'on soit capable de faire des propositions. On cotise, on a envie de continuer à bénéficier de cette opportunité, parce que moi, pour rien au monde, je ne dirais pas pourquoi aujourd'hui, je veux revenir en arrière et travailler dans l'administration publique, je pense qu'il faut qu'on soit capable de continuer à développer cette possibilité d'entrepreneuriat, mais en créant des conditions de protection, d'encadrement, sans forcément que ce soit plus lourd, plus complexe. Et honnêtement, je vais vous donner un dernier exemple. Je repasse le micro à Vincent. Quand j'ai reçu ma déclaration confirmée, vous savez, la déclaration pré-remplie d'impôt sur le revenu, il manquait tous mes revenus de l'activité de conseil. Et je me suis dit, quand est-ce que les URSAF, alors c'est un organisme de collecte pour financer la protection sociale, quand est-ce que les URSAF vont communiquer avec les impôts? Parce que moi, ça fait des années que je le fais. Je le sais, c'est jamais communiquer entre les deux administrations. C'est pas une administration. Entre les deux entités. Et ce qui est choquant, c'est que ça amène à faire des fausses déclarations, à créer des faux statuts. Ça entraîne ce sentiment de précarité permanente. Et la solution, on vous rappelle toujours à l'heure. Donc je pense qu'il faut qu'on soit capable de réfléchir à ça. Comment est-ce qu'on encadre ça? Comment est-ce qu'on communique mieux entre les différentes entités? Et surtout, comment est-ce qu'on protège? Comment est-ce qu'on crée des liens? Et l'idée du syndicalisme, je pense que c'est une idée nouvelle du syndicalisme. J'en ai parlé avec les camarades de l'UJIC-CGT, de la CFDT, cadre, qui m'ont dit oui, c'est un vrai sujet sur lequel on travaille. Donc voilà, il y a de la matière, il y a des exemples qui sont assez encourageants dans pas mal de boîtes qui ont aussi eu des comportements vertueux qu'il faut pouvoir relayer. Voilà, merci. Merci Dylan. À la fois merci pour ton témoignage et puis merci pour les questions que tu poses effectivement et qui vont structurer notre voilà. Vincent il prendra pour moi, je tâcherai de... À bientôt Dylan. Donc je vais maintenant passer la parole à Olivier Jacquin. Donc Olivier, il est secrétaire national comme moi, en charge des transports. Il est aussi sénateur de Nantes-et-Moselle. Et comme il expliquera peut-être, en fait, pourquoi on a un secrétaire national du transport qui s'occupe de la lutte contre l'ubérisation, c'est parce qu'en fait, vous vous souvenez peut-être, il y a un an ou deux, de la loi dite LOM, la loi d'orientation des mobilités. En fait, c'est dans cette loi sur les mobilités que le gouvernement avait inséré un article pour un peu régler cette question des plateformes. Parce
qu'en fait, en gros, Uber et consorts, on les cite pas pour leur faire de la pub, hein, on les cite pour que vous arrêtiez de les utiliser. En fait, toutes ces plateformes ont fait pression sur le gouvernement en disant il faut nous sécuriser, en fait, il faut nous protéger de la requalification en salariat. Et donc, vous avez inséré dans cette loi LOM voilà, un article en fait, à travers des chartes facultatives pour que juridiquement les entreprises concernées puissent se protéger. Et donc, Olivier va vous raconter le combat qu'il mène en tant que parlementaire pour à la fois lutter contre l'ubérisation du travail, mais aussi protéger les salariés, les travailleurs comme Brahim. Merci Vincent. Effectivement, je suis tombé dans l'ubérisation parce que je m'occupe d'autre chose. Le gouvernement a été bien embêté, tu viens de le dire. Cette activité naissante qui peut créer tant d'emplois pour des pauvres jeunes qui n'ont rien d'autre, etc., était menacée par des syndicalistes qui lançaient des opérations de requalification. Et je me suis pris au sujet parce que j'ai une grosse capacité d'indignation en rencontrant des livreurs à vélo qui ont l'âge de mes gosses et qui, lorsqu'on leur disait pourquoi vous ne faites pas requalifier, on ne veut pas être salarié. Et c'est plus compliqué que ça. Ils ne veulent pas être salariés. Un m'a dit une fois, tu rigoles, 1200 balles par mois avec en plus un patron sur le dos, pas pour moi. Et ils ne veulent pas du mauvais salariat. Et ils prennent ça parce qu'ils n'ont rien d'autre, parce que franchement, livreur à vélo, c'est pas forcément génial, quoi. C'est compliqué. D'ailleurs, il reste pas longtemps en poste. Donc j'ai une capacité d'indignation, je me suis dit, mince, il faut faire quelque chose. Moi, je suis agriculteur, je suis profession libérale, je comprends l'esprit des indépendants, Idrissi va en parler, et la grosse responsabilité qui est sur leur dos, parce que ça se paye, l'indépendance serait très cher. On l'a vu pendant la crise Covid, avec ceux qui étaient auto-entrepreneurs. Dylan est un bon témoin. Quand la crise arrive, voilà, t'es comme un restaurant, t'es fermé, t'as plus rien, et tu te débrouilles, quoi. Bon, pour être synthétique, restez sur l'esprit d'indignation. Il nous manque un témoin aujourd'hui, c'est Nabil Ben Ali. Nabil Ben Ali, il est marocain, il est par ailleurs homosexuel, il quitte son pays pour des questions de discrimination notamment, et il vient en Espagne, là il est en camp, plus ou moins en camp pendant un an, et puis on lui dit un jour, va à Paris, tu pourras travailler au black assez facilement dans la livraison. Et alors, il arrive, Nabil, et par des contacts, on lui donne très rapidement un compte, une nouvelle identité, et on lui dit, vas-y, tiens, là, un scooter roule dessus et va livrer pour Frichy. Et voilà. Et travaillant sur cette question, moi je suis persuadé qu'un parlementaire ne doit pas rester dans l'hémicycle, il doit être sur le terrain, et il doit travailler avec les forces vives de la société, les syndicats, les corps constitués, etc. Un avocat qui est devant moi, qui va intervenir après, Jérôme Justy, qui porte notre cause humaniste de gauche. Voilà, et on se rend compte parce qu'il a produit un excellent rapport sur les coopératives d'activité et d'emploi à la Fondation Jean Jaurès avec Thomas Thévenoud. Et on se rend compte, parce que je travaille là-dessus, je cherche des solutions. Voilà. Et je vous parle de Nabil. Il est découvert par la presse, par Libération. Je rends hommage parce que la presse aussi, dans cette fabrique de la loi, quand je dis qu'il ne faut pas travailler dans l'hémicycle, il faut servir de tous les moyens de faire bouger ce grand rapport de force nationale qui produit à la fin la loi. Libération détecte Nabil ou l'inverse, je ne sais pas, mais en tout cas, un excellent journaliste fait un papier sur un lanceur d'alerte qui dit moi, Marocain, discriminé, je viens ici, on m'a donné une identité qui n'était pas la mienne, on ne m'a pas payé complètement, et on m'a fait prendre un risque énorme parce qu'en plus, j'avais pas le droit de conduire, j'avais pas en France l'autorisation de conduire cette moto qui aurait pu m'emmener en tôle. Et il faut avoir de la chance aussi dans la vie. Cet article tombe quelques jours avant qu'on examine au Sénat une proposition de loi communiste sur l'ubérisation, où eux, ils ont une idée
de faire une exception au droit du travail, au code, comment on dit, le partie 7, Titre 7. le titre 7, pardon, merci, du code du travail, c'est qui contient les VRP, les mannequins, etc. Ils ont une idée là-dessus. Puis nous, on se dit non, nous, c'est le salariat. Il ne faut pas faire une exception parce que ça fonctionne. Le salariat, c'est la coopérative d'activité d'emploi. Et après, on protège les indépendants. Et j'en étais à un stade où, par nos rencontres, elle travaille un excellent universitaire qui s'appelle Stéphane Vernac, prof de droit, qui avait collaboré à la loi Dominique Potier sur le devoir de vigilance. Le devoir de vigilance, ça traite la responsabilité des donneurs d'ordre par rapport à leurs sous-traitants à l'international. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on s'est dit, mais voilà, pour la partie des profs des plateformes numériques qui ont besoin de travailleurs indépendants, on va demander une extension du champ du devoir de vigilance aux relations entre donneurs d'ordre et travailleurs indépendants. Et c'est une idée sur laquelle on travaille en ce moment. Alors, Nabil, la proposition de loi communiste sur le titre 7 du Code du travail trouve un nouveau statut, et puis cette idée sur le devoir de vigilance. Ça tombe en quelques jours de là, et j'interviens dans l'hémicycle en brandissant l'article de l'IB, le cas de Nabil devant Pénicaud, en disant voilà à quoi on aboutit dans les plateformes numériques, c'est une catastrophe. Et esprit... alors, il faut que je me concentre, je ne suis pas trop long, je voulais faire une digression sur Pénicaud, je peux la faire. Tu peux la faire. C'est la du ministre, je pense que je ne vais pas trahir un secret. Donc vous intervenez dans l'hémicycle, vous avez une première réaction ministérielle, d'accord. Puis après vous faites votre boulot, vous attendez la fin de la discussion, vous la raccompagnez dans les escaliers, et je lui dis, j'aimerais que vous rencontriez Nabil Elani, un lanceur d'alerte, etc. Réaction à chaud de l'ancienne ministre. Et faites attention, vous allez supprimer leur travail en faisant ça. Non mais il était spécialiste en gaffe, il en faisait des fois dans l'hémicycle. Et vous vous rendez compte? Qu'est-ce que je lui ai répondu? Vous êtes ministre du travail, c'est du travail illégal. Voilà, enfin, elle n'a pas voulu le rencontrer par ailleurs. Alors, Jérôme Justy, vous allez entendre, sur ce dossier-là, il m'a dit, moi je suis pas un expert, hein, moi je suis un gars de bon sens qui s'est fait élire, je crois que c'est ça ma fonction, et il m'a amené son expertise en disant, tu es au nom de la loi un corps constitué, tu as le devoir, et tu peux être poursuivi, de signaler des délits ou des crimes que tu connaîtrais au nom de ce qu'on appelle l'article 40. D'accord? Et il m'a proposé ça, et je me suis dit, mais c'est génial. En plus, Nabil a besoin d'une protection, il est menacé par les gens qui ont perdu leur boulot à côté, etc. Et c'est une situation profondément injuste, parce que Frischti a dit quoi? C'est qui Nabil? Nous on connaît l'autre nom, le nom d'embauche, mais Nabil on ne le connaît pas. Quoi. Je ne sais pas si vous voyez le cynisme du capitalisme outrancier. Et on en est là. Et alors, on a utilisé cette procédure de l'article 40 pour à la fois signaler au procureur qu'il y avait des pratiques dans certaines plateformes numériques qui méritaient peut-être de faire un travail de justice dessus et de les poursuivre. Alors, vous allez avoir un scoop. Nabil n'a pas pu venir témoigner parce que Jérôme Justy, qui l'a défendu bénévolement, a obtenu de Frischti une indemnité. Et donc il est tenu à ne pas communiquer aujourd'hui le regret. Donc je parle en son nom. Et ça c'est réglé. Maintenant, l'avis au procureur ne concernait pas que le cas de Nabil, il lui demandait de travailler sur ces questions-là. Je ne veux pas être trop long. Je ne sais pas si tu me reposeras la parole pour parler du devoir de vigilance et puis de ce qu'on prépare, ou j'en parle tout de suite? Tu peux en dire quelques mots, puis on pourra approfondir ensuite dans les questions. Alors là, avec Jérôme et Brahim, et je salue Brahim d'être là, je l'ai fait applaudir parce que ces gens qui se lèvent, non mais ils méritent notre respect, le soutien. C'est les esclaves
Aujourd'hui, vous qui êtes dans ces sièges rouges, on ne peut pas accepter ça. Le premier moyen de refuser, Vincent l'a dit, c'est de ne pas consommer ces services dont vous n'êtes pas informé qu'ils produisent ces résultats-là vis-à-vis de certains travailleurs honnêtes qui demandent juste à vivre. Et on se doit, nous aussi, de se lever, de prendre de risques, de militer pour les appuyer. Parce qu'on est à l'aube, et tu as très bien posé, Vincent, ta table ronde, les nouvelles protections et comment appréhender le travail au XXIe siècle. On ne cherche pas à désubériser en tant que tel, à supprimer les plateformes numériques, mais il nous faut absolument les réguler pour en retenir le meilleur de ce qu'elles permettent. Et il y a beaucoup de plateformes numériques qui sont géniales, mais il faut supprimer cette exploitation de l'homme par l'homme. La même Pénicaud, parce que franchement, elle en pris une couche. Non, mais attendez voir. Les livreurs à vélo, c'est autre chose. Les livreurs à vélo, eux, ils investissent dans une bagnole et ils sont bloqués. Ils sont obligés d'être pieds et poings liés à leur plateforme numérique. Les livreurs à vélo, vous avez un turnover immense. Et il y a quelques années, c'était l'étudiant de bonne famille qui prenait un compte pour améliorer sa sortie en boîte et se payer un whisky de meilleure qualité. Et puis, rapidement, ça a été les précaires de Seine-Saint-Denis. Et là, j'ai entendu Pénicaud dire une fois, mais regardez, ça permet des parcours d'insertion remarquables. Les jeunes désœuvrés, c'est quand même pas mal, quoi. D'accord? Et je lui dis, mais madame la ministre, c'est fini. C'est fini. Regardez les études d'une chercheure qui s'appelle Laetitia Dablanc, qui a fait une enquête auprès des livreurs à vélo. 30% de travailleurs irréguliers à Paris. 37% de comptes sous-loués. C'est quoi un compte sous-loué? C'est comme Nabil. C'est le gars qui a un vrai compte, qui fait quelques heures de vélo dans la semaine, puis pendant qu'il est à la fac, il passe devant la préfecture, il voit une file de migrants, et il dit on fait moite-moite. C'est-à-dire que le mec qui est assis dans l'auditorium de la fac, pendant ce temps, il y a le type qui pédale dans les bouchons, dans les gaz de circulation, et lui redonne 20, 30, 40, jusqu'à 50%. Et donc, le migrant, sans papier, le Nabil de tout à l'heure, il lui reste quelques euros de l'heure. On ne peut pas supporter des situations comme celle-là. Donc, quand vous êtes en face Frischti, quand vous êtes en face Uber, ouais, il faudrait que j'ai pas le temps, mais on pourrait faire de belles digressions sur leur cynisme. On ne peut pas rester comme ça, on doit se battre. On doit se battre, mais on doit faire des propositions intéressantes. Mais quand on est parlementaire d'opposition, les propositions, elles ne sont pas retenues. Donc il faut des propositions qui perturbent le système, qui interrogent. Et là, notre proposition devoir de vigilance, elle dit à Frischti, non, attendez voir, c'est un peu facile de dire c'est vos sous-traitants, et que vous ignorez ce qu'il y a en dessous des sous-traitants. Et l'idée géniale qu'a écrit l'universitaire dont j'ai parlé tout à l'heure, Stéphane Bernac, elle est non pas de mettre une épée de Damoclès au-dessus de toutes les entreprises pour un jour être menacé peut-être par un concurrent qui viendrait dire « Oh là, sa chaîne de sous-traitance, elle n'est pas bonne ». Non, la mécanique, elle est de dire comme ça, si un jour vous êtes donneur d'ordre, vous avez une idée géniale de start-up, de plateforme numérique, je ne sais pas trop quoi, puis bah, il y a une chaîne de sous-traitance compliquée. Si tout en bas de la chaîne de sous-traitance, un travailleur, un syndicat, vous signale qu'il y a un désordre dans cette chaîne de sous-traitance qui peut impacter les droits humains, une rémunération décente, des atteintes à la santé, à l'environnement, à la sécurité, vous devez réagir. Et seulement dans ces conditions-là. C'est tout à fait acceptable comme truc. Je commence à en parler à des patrons, ils me disent c'est pas con, ça pourrait sécuriser l'affaire. Ah, je me dis méfiance, des politiques, ça pourrait sécuriser l'affaire. On n'est pas à l'abri que le gouvernement dise tiens, il y a une idée de gauche qui est pas mal, le devoir de vigilance, elle légitimerait le travail indépendant. Je vais dire non, on va pas se faire baiser comme ça, pardon l'expression, excusez-moi. On va pas se faire piéger de cette manière-là, donc on propose une loi qui va non seulement traiter du devoir de vigilance, mais de la protection des travailleurs indépendants, pour ne pas nous faire croire qu'on est en train de valider un système qui crée des désordres lamentables, qui serait juste sécurisé. Et donc on porte un certain nombre d'idées sur la représentation de ces travailleurs isolés. Vous avez entendu ce qu'a dit Dylan, cette multitude qui est partout. Comment on fait qu'elle se regroupe, qu'elle se syndique et qu'elle puisse discuter de ces conditions. Comment on fait que cette nouvelle relation homme-machine, qui est l'algorithme, soit transparente et on puisse discuter ce qu'il y a dedans et qu'on ne dise pas, bah non, c'est l'algorithme, j'y peux rien.
il y a des hommes derrière l'algorithme. Et puis, on a deux autres idées extrêmement intéressantes, c'est l'action collective pour, et Jérôme va en dire un mot, ça c'est en plus c'est sa partie, comment on permet de requalification de groupe, parce qu'actuellement, la course de vitesse entre la Cour de cassation le 4 mars, qui dit à Uber qu'il s'agit d'indépendants fictifs, donc le gouvernement tente de trouver une parade et de créer un tiers statut, un nouveau statut entre l'indépendant et le salarié. Ça existe dans d'autres pays, les workers en Angleterre. Ils cherchent à imaginer une solution comme ça pour ne pas attenter au modèle économique des plateformes numériques qui créent, disent-ils, beaucoup d'emplois. Et on est en train, Jérôme va en dire un mot, j'espère, d'imaginer peut-être utiliser l'article 40 vis-à-vis d'Uber et dans le cas de Brahim Ben Ali. Voilà. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Je t'en prie. Merci. On te laisse passer directement le micro à... Ça sera pas désinfecté. Ah oui, c'est vrai, il faut une lingette. Donc on va passer le micro à Jérôme Lucie, donc, qui est avocat, directeur de l'Observatoire de la justice de la Fondation Jean Jaurès, et qui a produit donc, ce rapport sur le travail à l'ère numérique dont parlait Olivier tout à l'heure avec Thomas Desnoux, et donc qui va nous raconter à la fois son travail à la Fondation, mais aussi en tant qu'avocat pour défendre ces travailleurs comme Nabil ou comme Brahim. Merci infiniment. J'aimerais vous raconter une histoire, celle du chauffeur, du livreur, de l'avocat et du sénateur. C'est un peu cette histoire que l'on vit depuis quelques mois déjà, de l'alliance, on s'amuse à le dire entre Olivier et moi, du glaive et de la balance. C'est lui la balance. Du glaive, bien entendu, cette fois. Il y a quelque chose que l'on expérimente et qui peut-être appartient à cette gauche d'après, d'une association, d'une farouche association entre le sénateur, le chauffeur, le livreur et l'avocat. On a l'habitude de penser que les mondes sont clos, que le judiciaire, voilà, et que le politique travaille chacun de leur côté. Et en fait, nous réalisons tous, je pense, qu'il y a aujourd'hui, à travers l'article 40 dont a parlé Olivier, une manière d'agir politiquement, judiciairement, syndicalement. Voilà. Et juste pour raconter un peu l'histoire, donc moi je co-dirige l'Observatoire de justice de la Fondation Jean Jaurès et je me posais la question il y a 2 ans de savoir quel était le sujet juridique dans le monde du numérique, parce que je suis avocat du numérique depuis 1995. Et le travail m'est apparu immédiatement comme étant le sujet d'aujourd'hui, d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et le titre que j'avais donné à cette réflexion, c'est comment protéger et accompagner le travail à l'âge du numérique. Et puis nous avons été très, très rapidement confrontés à la loi l'homme, au statut des chauffeurs-livreurs, ce qui fait que j'ai plutôt axé ce travail sur le statut des chauffeurs-livreurs. Mais le travail à l'âge du numérique, c'est bien autre chose et nous en parlerons certainement après. Moi, j'ai eu beaucoup de chance dans ces travaux puisque j'ai eu la chance de rencontrer Indel Trissi, j'ai eu la chance de rencontrer Brahim Ben Ali, j'ai eu la chance de rencontrer Nabil Alani et bien entendu la chance de rencontrer le sénateur Olivier Jacquin, puisque, au bout du compte, eux comme moi, nous avons servi la même cause. C'est-à-dire que de cette réflexion qui était intellectuelle, on va dire, dans le cadre d'un think tank, d'une fondation, on réfléchit sur les concepts, on est allé de l'intérêt général à l'intérêt particulier, de l'intérêt particulier à l'intérêt général. Et c'est ça qui est fort dans notre association, c'est de faire en sorte qu'un politique puisse porter des textes devant le Parlement, qu'un avocat puisse porter des actions devant les tribunaux, que des chauffeurs puissent se syndicaliser, voilà, que des entrepreneurs comme Inde puissent créer
des modèles et arriver au syndicalisme. Et c'est cette porosité qui me semble être ce dont on a besoin demain. Alors comment ça s'est passé très rapidement? Aujourd'hui, je représente, parce qu'avoir rencontré Brahim, qui m'a mis en contact avec des chauffeurs, je représente 150 chauffeurs, près de 200 chauffeurs qui demandent la requalification devant les conseils de prud'homme de Paris contre Uber, parce qu'ils considèrent, notamment parce qu'ils ont connu le confinement, alors que leur situation était déjà précaire et qu'elle est devenue catastrophique en période de confinement, et que surtout, il y a eu un déclencheur qui leur a fait comprendre que le droit pouvait être un outil, le fameux arrêt de la Cour de cassation qui a été pris juste avant le confinement, du 4 avril 2020, et qui a dit qu'un chauffeur pouvait être qualifié en contrat de travail. Ça a été comme tout d'un coup comme une déflagration dans le monde des chauffeurs VTC. Tout d'un coup, ils se sont dit, mais alors, on peut croire en la justice. On peut croire en la justice de notre pays. Et de fil en aiguille, aujourd'hui, ils sont 200, j'en défends 200, mais ailleurs, d'autres avocats en défendent. Et il y a plusieurs centaines aujourd'hui de chauffeurs qui sont devant les tribunaux. Et puis, parce que je suis dans le numérique, je considère que le problème n'est pas qu'un problème de droit du travail. Je me suis intéressé aux données que détiennent Uber sur les clients, sur les chauffeurs, et je me suis rapidement rendu compte que Uber ne respectait pas le droit du travail, ne paye pas ses impôts en France, semble-t-il, la TVA, commet plein d'exactions, mais qui ne respecte pas non plus la loi informatique et liberté, plus précisément la RGPD. Et puisque je suis dans le monde humanitaire également, j'ai demandé à la Ligue des droits de l'homme de savoir si elle voulait porter une action de groupe contre Uber pour non-respect du RGPD, parce qu'il en va de notre liberté fondamentale de ne pas être tracé n'importe comment. Et les chauffeurs ont fait la démarche de demander à Uber d'avoir accès à leurs données personnelles. Uber a tout imaginé pour ne pas leur donner accès. Aujourd'hui, j'ai relevé 12 manquements au RGPD. 12 manquements, et on a déposé plainte auprès de la CNIL. Les 150 chauffeurs que je représente ont également déposé plainte. Et à partir d'octobre, puisqu'il nous faut attendre un certain délai, nous agirons devant le tribunal judiciaire dans le cadre d'une action de groupe contre Uber sur les données personnelles. C'est la première action de groupe contre Uber. C'est la première dans le monde. C'est la première action de groupe sur les données en matière de mobilité. Et pour finir sur l'entreprise Frishti, il est clair que l'association a été parfaite puisque Olivier Jacquin a accepté ma proposition qui était de témoigner en tant qu'élu auprès du procureur de la République, qui, comme l'a rappelé Olivier, ce n'est pas un droit, c'est une obligation. Il a été témoin de ce que Nabil El-Hani avait subi un travail illégal, un travail dissimulé, et c'était de son devoir de signaler ce double délit auprès du procureur de la République, ce qui m'a aidé moi dans ma négociation, puisqu'au début, Frishti ne souhaitait pas entendre parler de mon client, et que c'est parce qu'il y a eu cette action médiatisée, que nous avons médiatisé, qu'aujourd'hui mon client a été indemnisé, et largement indemnisé. Aujourd'hui, Uber ne répond pas à mes actions. Ça fait depuis juin que j'ai saisi les prud'hommes, je n'ai aucun avocat en face. J'ai saisi depuis juin la CNIL, j'ai eu un avocat néerlandais d'Uber qui m'a écrit pour me dire « Écoutez, je ne sais pas si je vous répondrai, mais en tout cas, donnez-moi le nom des plaignants. » Ce à quoi je me suis bien entendu opposé. Pour vous dire le cynisme, on sait bien que les plaignants vont être déconnectés. Voilà. Et c'est la seule réponse aujourd'hui que j'ai eue d'Uber. Et c'est pour ça que, alors que dans la dossier Frishti, j'ai débloqué mon dossier parce que un sénateur, un élu
la République a usé de son droit juridique au signalement, je me demande si en effet nous n'allons pas faire la même chose contre Uber, au-delà des actions devant les prud'hommes, au-delà de la... Rien ne fait peur à Uber, semble-t-il. Est-ce qu'un élu de la République française pourra dégoupiller quelque chose? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose d'incroyablement cynique dans ce monde, c'est que ces plateformes, et je pourrais vous donner l'exemple avec Google, n'ont peur de rien, et même pas de la justice. Voilà. Et ça, il faut que ça change. Parce que la démocratie, c'est les trois pouvoirs. Les trois pouvoirs. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et c'est en mêlant ces trois pouvoirs, en redonnant une valeur à ces trois pouvoirs, que nous construirons, à mon sens, une société meilleure. Merci beaucoup Jérôme. Vous l'avez compris, on l'a dit à plusieurs reprises déjà, l'objectif il n'est pas évidemment de refuser l'économie numérique, ni même les plateformes, hein, tu l'as dit, il y a des plateformes qui fonctionnent bien et qui ne sont pas dans ce système d'exploitation. Il n'est pas non plus de refuser le travail indépendant, mais à la fois, et ce que vous avez fait, là, les actions de Jérôme le montrent, c'est à la fois de dénoncer quand il y a des abus et quels abus, de soutenir les travailleurs concernés, mais aussi, plus généralement, de faire un travail, là pour le coup le travail d'Olivier, qui est un travail législatif, c'est-à-dire d'imaginer de nouvelles solutions, de nouvelles régulations, de nouvelles protections pour les travailleurs, de manière à ce qu'il puisse y avoir demain toujours de l'économie numérique, toujours des plateformes, toujours des travailleurs indépendants, parce qu'ils tiennent, Dylan le rappelait tout à l'heure, voilà, lui il veut rester indépendant. Il a fait un choix, mais il a le droit d'exercer son activité d'indépendant tout en bénéficiant d'une protection à laquelle en fait chaque travailleur doit avoir le droit. Donc c'est de cette question plus large de la protection des indépendants que l'on va parler avec Inde Elbessi, donc fondatrice de WeMind, qui est une plateforme justement de protection des indépendants. Mais vous en parler. Il faut que je remette un petit coup de lingette. Bonjour à tous. Alors, est-ce que je suis censée répondre à une question ou je... Non, simplement peut-être expliquer, voilà, c'est ça, l'action. Okay. Très bien, donc je vais commencer par effectivement me présenter. Donc, Inde Elbessi, je suis à la base dirigeante d'entreprise. Je dirige une entreprise qui s'appelle WeMind, qui est essentiellement une mutuelle pour les indépendants. On a une comité d'entreprise, on fait plein de garanties qui vont permettre à un indépendant d'être bien protégé comme un salarié. On va lui maintenir ses revenus quand il va être malade. Donc voilà. À la base, moi j'ai créé ça pour vraiment les travailleurs indépendants et indépendamment de la question des plateformes. Donc c'est un service qui est dédié plutôt aux freelance, c'est-à-dire aux gens qui font de la prestation intellectuelle et qui travaillent donc, en tant complètement indépendant. Il n'y a pas du tout de relation de subordination, même s'ils peuvent dans certains cas être ou pas sur une plateforme, mais globalement c'est une population qui n'a pas de difficultés telles qu'on a entendu par exemple Nabil, Brahim, etc. C'est pas ce type de population. Et en fait, en travaillant là-dessus, j'ai commencé à m'intéresser à l'ensemble des plateformes, donc y compris Uber, Deliveroo, etc. Et en fait, j'ai eu en gros une prise de conscience que il y avait dans cet aspect du numérique et des plateformes quelque chose qui est à la fois très positif, et ça a été dit, les plateformes c'est quand même du progrès technologique et la possibilité de travailler autrement, la possibilité d'avoir accès à des services plus rapidement, etc. Donc il y a forcément un progrès là-dedans, mais que la manière dont ça se passe sur certaines plateformes, et tout ce que raconte Brahim par exemple, c'est juste n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi, parce qu'en fait, on prend quelqu'un, on le traite comme on lui fait jouer sur une application, il ne comprend pas les règles, on change les règles du jour au lendemain,
Et puis en fait, globalement, c'est juste n'importe quoi. C'est des choses qu'on n'accepterait pas. Vous imaginez par exemple une classe de maternelle, vous avez la maîtresse, vous avez les enfants, et Uber, c'est le gros caïd qui tape tous les gosses. Bah, en fait, la maîtresse, elle sait très bien ce qu'il faut faire. Il faut prendre le gros caïd, lui dire bon, tu peux faire partie de la classe, il n'y a pas de problème, mais par contre, voilà, il faut que tu te comportes, que tu respectes les autres, etc. Une institutrice de maternelle, elle sait faire ça. Et ben dans la société, on ne sait pas faire ça avec les plateformes. On ne sait pas les prendre et leur dire non, non, mais comportez-vous correctement, ça ira très bien si vous vous comportez correctement, mais si vous vous comportez mal, ça va mal se passer. Donc j'ai commencé un petit peu à m'exprimer sur ce sujet et à dire que, en fait, les indépendants, de manière générale, à un moment donné, vont être concernés par ce phénomène des plateformes et qu'en tant qu'indépendant, on ne veut pas que le contrôle de notre vie nous échappe. On ne veut pas tout confier à la plateforme, il y a des choses qu'on doit pouvoir contrôler. Donc ce qui s'est passé suite à ça, c'est que j'ai commencé à écrire un petit peu là-dessus. Le gouvernement m'a nommé dans une institution qui s'appelle le Conseil national du numérique. Le Conseil national du numérique, c'est une institution qui est nommée par le gouvernement, mais qui en est néanmoins indépendante, et qui fournit une expertise au gouvernement sur des sujets du numérique. Donc, je suis nommée, et puis arrivent très rapidement les régulations qui vont arriver sur les plateformes et qui vont concerner surtout Uber et Deliveroo. Donc on commence à regarder en quoi vont consister ces réglementations qui s'appliquent à des plateformes du numérique. Et là, en fait, on voit arriver ça, et on regarde, et on voit en fait, alors vous imaginez toujours la maîtresse dans l'école, tout ça. Donc la maîtresse, en gros, c'est quoi la loi de l'homme, le système des chartes? Moi j'aime bien l'expliquer comme ça, parce que même moi ça m'aide à mieux le comprendre. Donc vous imaginez, vous avez la maîtresse, le gros caïd qui tape tout le monde, et puis la maîtresse elle arrive, et puis elle dit au caïd, bon, t'as le droit de les taper, mais après tu leur donnes des pansements. Bon. Ou alors, t'as le droit de les taper, mais pas trop fort, parce que sinon t'as trop de bruit, et ça dérange les voisins. Non. La maîtresse, et une maîtresse, c'est super intelligent une maîtresse, hein, parce que pour tous ceux qui ont été dans le confinement pour regarder les gosses, dire que le boulot de la maîtresse, c'est pas facile. Hein. Donc, on regarde ça au Conseil national du numérique. Au Conseil national du numérique, vous avez 30 membres. 10 qui sont issus du monde de l'entreprise, 10 qui sont issus du monde académique, professeurs d'université, ce genre de choses, et 10 du monde associatif. Moi, j'ai alerté le conseil, j'ai dit, écoutez, regardez ce qu'il y a dans cette loi, c'est pas possible, on ne peut pas cautionner ça. Et le Conseil national du numérique est totalement démocratique, c'est un homme, une voix. Et donc on vote, je leur dis, on va s'opposer à ce système. Non pas parce que les plateformes, c'est pas bien, mais parce que ce qui est en train de se passer, c'est injuste. Même une maîtresse d'école, elle sait que c'est injuste. Si elle commence à se comporter comme je vous ai dit, vous allez dire c'est pas une très bonne maîtresse d'école, puisqu'en fait elle laisse le caïd faire ce qu'il veut, c'est pas possible. On sait très bien qu'on ne peut pas vivre en société de cette façon-là. Donc on s'est opposé à ça, et puis au-delà de s'opposer, et ben en fait on a mené, donc depuis 1 an à peu près, on a mené un travail qui est la production d'un rapport, qui est, alors je pense à titre personnel, alors je l'ai co-dirigé, mais bon, qui est un des rapports les plus complets qui a été écrit sur le travail sur les plateformes, à la fois parce qu'on a comparé tout ce qui se passe dans tous les pays du monde, donc pas seulement en France, toute une recherche académique qui a été faite, et aussi des éléments sociologiques, des éléments de droit du travail, mais aussi droit de la concurrence. On a intégré également des éléments du numérique. Par exemple, ce qui est intéressant, dans ce que disait Brahim tout à l'heure, à un moment donné, vous avez une application, et puis en fait, on joue avec votre cerveau, parce qu'on connaît les mécanismes de votre cerveau, et donc on vous fait courir comme un lapin, quoi. Et ben en fait, ça, c'est des choses qui devraient être régulées. C'est-à-dire qu'on devrait dire, on pourrait prendre des neuroscientifiques et faire par exemple la régulation du design. Vous n'avez pas le droit de faire un design qui va aller appuyer, qui va aller créer de l'adrénaline dans votre cerveau et vous faire par exemple travailler quand vous êtes très très fatigué. On ne devrait pas faire ça parce que ça n'est pas éthique. Ça, par exemple, ça pourrait faire l'objet d'une régulation. Donc on a réfléchi à plein de choses.
Et alors, pour vous donner quelques idées, et alors vous allez voir, c'est d'un bon sens, absolument. Il n'y a vraiment rien de très très intelligent dans ce qu'on dit. On dit d'abord, la chose la plus urgente à faire qui doit se passer dans les plateformes, c'est le dialogue social. C'est déjà, on se met autour d'une table et on discute de façon équilibrée. Alors ça m'avait par exemple beaucoup fait rire quand j'avais vu un livreur qui m'avait raconté, il avait eu une réunion avec des livreaux, une réunion de dialogue social. Et alors vous savez, des livreaux, comme beaucoup de plateformes, ils ont un sujet sur lequel les livreurs râlent tout le temps, parce que quand vous voyez des livreurs qui râlent et qui font grève, en général, c'est parce qu'on leur a baissé leur rémunération. Donc des livreaux les réunissent, leur disent voilà, on va discuter de plein de choses, enfin de tout ce que, voilà, on va faire du dialogue social. Et donc le premier sujet à l'ordre du jour, c'est on va changer la couleur des vestes, et du coup, on voudrait avoir votre avis. Bon, moi, je pense que les gars, ils n'étaient pas venus pour ça. Donc, en fait, on est vraiment en train de se moquer du monde. On a des gens qui font grève parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent. On leur dit, on va discuter de la taille des sacs et de la couleur des vestes. Donc, c'est pas possible. En fait, quand la maîtresse, elle fait venir le petit caïd, elle ne va pas lui parler de la couleur de sa veste, parce qu'évidemment, ce n'est pas le sujet principal. On commence d'abord par les sujets principaux. Donc, il y a un dialogue à mettre en place, mais qui soit un vrai dialogue et qui soit équilibré. Et donc ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut faire. Et puis ensuite, la deuxième chose, du coup, il y a pour moi ces deux parties essentielles, après on peut broder autour de ça. Et la deuxième chose, c'est que aujourd'hui, le travail indépendant, de manière générale, et c'est pas du tout que sur les plateformes, mais de manière générale, le travail indépendant est en train de changer de nature. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que le travail indépendant, il faut savoir que ça a toujours existé. Alors nous, on a toujours l'impression que tout le monde est salarié et que en fait, l'indépendant, c'est un mec un peu bizarre à côté, ce qui est juste aujourd'hui, parce que 90% de la population active est salariée, 10% est indépendante. Donc c'est notre perception, elle est juste par rapport à notre réalité. Historiquement, ce n'est pas du tout la réalité. La population, de manière générale, a toujours été indépendante. À partir du 19e siècle, il y en avait quelques-uns qui étaient salariés, c'est une toute petite minorité. Et donc le salariat, c'est quelque chose qui a à peu près entre 80 et 100 ans. C'est vraiment très très jeune dans l'histoire de l'humanité. Le salariat, c'est pas un truc très vieux. Donc l'indépendance, elle a toujours existé. Elle a toujours existé avec ses propres règles, voilà, et qui étaient adaptées pour l'époque. Maintenant, si on regarde le système de protection, le système général de fonctionnement du travail indépendant, on peut le dater à 1945. En gros, en 1945, on crée le système de protection des indépendants. Et à cette époque-là, les indépendants, c'est des agriculteurs, comme vous dites, des artisans, des commerçants, puis un peu de profession libérale, pas beaucoup. Globalement, surtout des agriculteurs, des artisans, des commerçants. C'est-à-dire des gens qui ont un fonds de commerce ou une propriété sur laquelle ils travaillent, sur laquelle ils ont une très très grande autonomie, et ils sont un peu responsables de leur destin. Et donc, on construit une protection qui est très très faible. Pourquoi on construit une protection qui est très faible? Parce qu'on dit, de toute façon, et c'est eux qui le demandent, hein, faut quand même savoir qu'à l'époque, la mise en place de la sécurité sociale, elle est issue du Conseil national de la résistance, elle est beaucoup influencée par les communistes, et donc le Conseil national de la résistance n'a jamais dit on va créer une protection très très bien pour les salariés et une protection toute pourrie pour les indépendants. C'était pas du tout dans leur philosophie, eux ils voulaient créer une protection bonne pour tout le monde. Et les indépendants, ils ont dit attendez, ils se sont levés là, comme vous avez vu tout à l'heure Dylan et Brahim, qui se sont levés pour prendre la parole. Et bien à cette époque-là, en 1945, dans les années qui ont suivi, les indépendants ils se sont levés, ils ont pris la parole et ils ont dit votre système on n'en veut pas. Et pourquoi on n'en veut pas? Parce que nous, on a notre propriété, on construit du patrimoine et on ne veut pas jouer, on ne veut pas être solidaire avec plus des salariés qui, en plus, c'est des gens qui acceptent d'être subordonnés. Nous, on est indépendants, donc on n'a pas la même valeur, on n'a pas les mêmes valeurs. Et donc, on ne veut pas être dans votre système et on ne veut pas financer votre système, parce qu'après, en plus, on va aller payer pour les autres et tout. Donc, ils ont dit, on veut créer notre propre système. Et après, ils se sont dit, en plus, on va créer notre propre système par métier. Enfin bon, vraiment, une usine à gaz. Maintenant, ils se plaignent du RSI. Les gars, il s'est pas fait tout seul, le RSI, c'est vous qui avez demandé. Donc, ils ont créé ce truc-là. Et, alors, il y a beaucoup de jugements moraux. On dit, ah, ils sont égoïstes, tout ça. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Vraiment, ça ne m'intéresse pas. Rationnellement, on peut considérer qu'ils avaient raison. Alors, rationnellement, prenez,
la ferme, le commerce et tout, rationnellement, on peut considérer qu'ils avaient raison, parce qu'en fait, le chômage pour eux, ça n'existe pas vraiment. Il y a des moments où il y a moins d'activité, mais enfin, il n'y a pas de chômage. Le jour où on part à la retraite, ben, on vend la boutique, on a la ferme, enfin, voilà. On a besoin... Ah oui, on n'a pas besoin de ces choses-là. Alors, on peut avoir des jugements moraux, mais voilà, moi, quand je regarde ça, je me dis, bah, les gars, ils ont raisonné de façon... Il y a une rationalité économique, et souvent, la rationalité économique, c'est assez important quand même. Aujourd'hui, on est dans une situation où cette rationalité économique, elle est juste fausse. C'est-à-dire que les indépendants, maintenant, ils sont globalement dans la même situation que les salariés en termes de rapport au travail. Alors, il y a toujours plus d'indépendance, bien sûr, énormément dans le travail indépendant, mais les conditions, enfin, un indépendant ne peut plus considérer qu'il est en autonomie dans la société. Il n'est plus en autonomie. La société est devenue très très interdépendante. Elle est beaucoup plus dans l'économie du service, que ce soit dans la prestation intellectuelle ou dans la prestation de service. Tout est interdépendant. Et donc on ne peut plus dire, bah, en fait, je mène ma barque tout seul, il faut que je sois à l'extérieur du système de protection. Non, il faut réévaluer ce système de protection, en particulier au regard de l'évolution objective des besoins qu'ont les indépendants de protection. Donc ça, c'est le deuxième élément qui est très important, qui n'est pas du tout lié aux plateformes, aux libéralisations, etc. C'est vraiment lié au travail indépendant lui-même. Alors là-dessus, on rajoute l'ingrédient qui est les plateformes. Alors les plateformes, alors c'est drôle parce que l'autre fois, j'ai discuté avec des indépendants et je leur disais, vous allez voir que les plateformes, ça va être de plus en plus utilisé et ça va être dans tous les métiers. Il n'y aura aucune exception, mais aucune. Il ne faut quand même pas s'imaginer que les VTC vont être plateformisés et puis que les autres professions ne le sont pas. Et là, j'ai une jeune femme qui me dit, mais moi, je pense que ma profession ne le sera jamais parce que moi, je suis d'une profession intellectuelle plutôt bien payée, donc je ne serai jamais plateformisée. Je lui dis, ok. Je lui dis, quand est-ce que tu es allée chez le médecin la dernière fois? Elle me dit, il y a un mois, je suis allée chez le médecin. Et je lui dis, comment tu as pris rendez-vous avec ton médecin? Et là, elle me répond, Doctolib. Je lui dis, est-ce que tu penses que les médecins sont plateformisés? Et là, du coup, avec une espèce d'illumination, parce qu'effectivement, les plateformes vont traverser l'ensemble du marché, et c'est pas possible qu'il en soit autrement. Alors, moi, ma conviction personnelle, et c'est pour ça que j'en arrive à mon dernier projet, ma conviction personnelle, parce que vous savez, moi j'ai une entreprise, comme je vous disais, et en fait, dans cette entreprise, en fait, on a pris une décision qui est qu'on prélève 50 centimes sur l'ensemble des cotisations et on finance des projets. On finance des choses qui ont du sens, on finance des causes, des associations, etc. Et le premier projet que j'ai décidé de financer, c'est un syndicat d'indépendants. Alors ce syndicat, il a la particularité de rassembler tous les indépendants. Moi, je pense que c'est fini l'histoire où il y avait les bouchers charcutiers, les dentistes, ceux-ci, les ceux-là, les taxis, etc., qui faisaient chacun leur tambouille. Ça a donné le RSI, les gars. Donc, pas une grande réussite. Donc, il faut arrêter avec toutes ces choses-là. Il faut que les indépendants se mettent tous ensemble et qu'ils se disent rationnellement et au-delà des clivages politiques. Je dis ça parce que pour moi, c'est important. Mon organisation n'est pas politique, même si je viens ici avec plaisir à l'invitation d'Olivier. Mais c'est une organisation qui n'est pas politique. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, aujourd'hui, objectivement, les gars, quand vous travaillez, vous êtes face à une plateforme. Alors, soit vous les laissez faire les règles du jeu, donc ils mettent n'importe quoi dans leur application et vous courez comme des lapins. Soit on s'organise pour qu'on puisse discuter de combien c'est les sous là, comment ça fonctionne l'application, c'est quoi les algorithmes, comment vous utilisez nos données, etc. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous devez avoir une protection sociale qui est un peu adaptée au monde moderne, puisque vous ne vivez plus dans une ferme ou dans une boutique. Donc, il faut que vous puissiez, et même si vous vivez dans une boutique, en général, vous avez Amazon qui est en train d'essayer de vous tuer. Donc, il ne faut pas croire que vous n'allez pas être plateformisé non plus. Donc, vous avez un vrai sujet qui est votre protection. Et votre protection, il faut qu'on passe au XXIe siècle. Mais genre, on efface tout, on recommence. Et du coup, ça, ces deux choses-là, eh ben, il faut que les indépendants, en gros, ils réécrivent, et c'est un projet qu'on mène du coup dans ce syndicat, qui s'appelle indépendant.co, c'est qu'on dit qu'il faut réécrire toute la copie. Et il faut réécrire toute la copie avec tous les indépendants, et on arrête
avec les histoires de métier. On ne va pas se dire, bah, pour tel métier, il faut que machin, etc. Non, il faut réfléchir d'abord de façon globale, en premier lieu, et en deuxième lieu, il faut raisonner, bien sûr, de façon sectorielle. Évidemment qu'une fois qu'on a établi un cadre global, bah, Brahim, il est VTC, il a des besoins particuliers. Tout à l'heure, on discutait avant de venir, il y a un fonds de solidarité pour les indépendants qu'on essaye de prolonger. Et donc, moi, pour mes indépendants qui n'ont pas de frais fixes, on leur donne 1 500 €, c'est pas le bout du monde, mais enfin, c'est 1 500 €, on peut vivre un petit peu avec ça, et si on a un peu d'économie de côté. Eux, ils ont des voitures, ils ont des assurances, ils ont des frais fixes. Bon, bah, 1 500 €, ça suffit pas. Donc, il faut bien évidemment, il y aura toujours des spécificités dans les métiers. Mais pour qu'on arrive aux spécificités des métiers, il faut d'abord avoir, c'est pour ça que le syndicat qu'on a créé, il a un nom qui est très très simple, indépendant avec un S, .co. Donc, et .co, c'est pour montrer que la mobilisation, les syndicats, on doit aussi utiliser le numérique en fait. On ne doit pas laisser que les plateformes utilisent le numérique, mais aussi on a plein de façons d'utiliser le numérique. Et donc il faut que tous les indépendants se mettent ensemble. Et tous les indépendants, alors ça fait à peu près donc, je disais 10% de la population active, c'est 3 millions de personnes, et du coup qui sont en train de se faire attaquer par le numérique d'une façon ou d'une autre. Alors on a beaucoup entendu aujourd'hui Uber, Deliveroo, mais on va parler d'Amazon, c'est pareil. Enfin, voilà, ces plateformes-là, elles sont tellement puissantes que forcément elles jouent d'une manière qui est très agressive et très prédatrice. Mais la question, c'est est-ce qu'elles rencontrent de la résistance en face? Et ben voilà, moi je suis désolée, je participe régulièrement à des événements, des soirées comme celle-ci. Après, on discute dehors et tout, et puis on se dit bon, bah, maintenant on rentre à la maison, et tout le monde prend son téléphone et va commander son Uber. Alors voilà, on a daubé sur Uber pendant 2 heures, on va aller prendre son Uber. Et donc à un moment donné, il faut aussi avoir de la cohérence. D'ailleurs, c'est une des recommandations dans le je sais pas si tu as vu ça, Olivier, dans notre rapport du Conseil national du numérique, c'est la création d'un digiscore. C'est-à-dire, quand vous utilisez une plateforme, bah, il faut qu'on puisse vous dire, bah là, vous êtes dans un score qui n'est pas très bon, quoi. C'est pas, voilà, socialement, c'est pas terrible, ou éthiquement, ou on regarde des données, etc., c'est pas terrible. Donc, le consommateur, il a un rôle. Les indépendants, ils ont un rôle. Il suffit pas seulement, et je vois des vidéos de Brahim sur Internet, il est toujours en train de gueuler parce que lui, il dit, voilà, on va aller se mobiliser, et puis il n'y a pas grand monde qui suit. Et ça, on a une responsabilité collective, hein. Il ne suffit pas de taper sur les plateformes. C'est-à-dire qu'il faut se dire, bah moi, qu'est-ce que j'ai fait aussi pour que les choses elles changent. C'est-à-dire que si tout le monde demain dit, bah j'arrête d'utiliser Uber tant qu'ils n'ont pas donné satisfaction au chauffeur, bon bah Uber, ils vont donner satisfaction au chauffeur en fait. Parce que Uber, c'est pas une entité qui a une idéologie extraordinaire, ils ont des investisseurs qui sont des actionnaires et qui veulent que ça fonctionne. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des clients. Donc à la fin, le patron, c'est le client. C'est même pas l'actionnaire. Et ça, on est tous responsables de ça. Pareil, dans les négociations, bah, effectivement, le succès de Brahim, il repose sur sa capacité à aller chercher des gens. Donc voilà un petit peu, voilà, vous expliquer un petit peu l'histoire et puis donc, toute ma vision des choses et vraiment le fait qu'il y a tout à construire. En fait, il y a vraiment, on peut tous partir de la page blanche là, parce que avec ce phénomène du numérique qui change tout, c'est une révolution technologique, bah, en fait, il faut tout reprendre dès le départ. Et puis, et aujourd'hui, les indépendants, ils n'ont pas forcément conscience de ça, et on a vraiment une responsabilité d'expliquer, de mobiliser, et puis ensuite, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Hein. Je veux dire, Uber, demain, s'ils n'ont plus de clients, ils vont se comporter correctement. Enfin, voilà. Et puis il faut que la maîtresse d'école aussi, elle joue son rôle. Il ne faut pas qu'elle prenne parti pour le cahier non plus. Donc, il y a vraiment tout ce système-là. Mais franchement, moi, je pense qu'aujourd'hui, on a des indépendants qui ont plutôt envie d'être indépendants, qui sont hyper connectés. Et maintenant, il faut que tout le monde prenne ses responsabilités, que ce soit le consommateur, le travailleur, etc. Et c'est pour ça que notre rapport qu'on a fait au Conseil national du numérique, bah, c'est un peu triptyque. C'est-à-dire qu'on dit, bah, voilà, toi ta responsabilité c'est ça, toi ta responsabilité c'est ça, et toi ta responsabilité c'est ça. Et puis, si tout le monde fait à peu près ce qu'il y a à faire, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc moi je trouve ça intéressant, justement sur ce sur quoi on a terminé, c'est-à-dire on disait de nouvelles régulations à inventer, mais c'est vraiment en fait tout à réinventer.
Je voulais absolument aussi, dans cette table ronde sur les mutations du numérique sur le travail, qu'on évoque un phénomène qui, encore une fois, je le disais en ouverture, n'est pas nouveau, mais qui est un petit peu tout centré dans nos vies ces derniers mois, qui est le télétravail. Effectivement, on a été tous un peu pris de court par cette pandémie, cette crise sanitaire, et puis surtout la décision du confinement. Qu'on a vu arriver finalement que quelques jours avant, donc on sait tous, moi je le vois moi à la maison avec mon épouse, avec les amis, etc. Ça a été une organisation un petit peu anarchique, c'est-à-dire à un moment donné on a eu 48 heures pour se dire comment on va pouvoir continuer à travailler, comment on va s'organiser. Donc on a eu un espèce de, partout où c'était possible, un télétravail généralisé mais complètement hors cadre. Parce que normalement quand vous mettez en place du télétravail dans une entreprise, il y a quand même des procédures, etc. Enfin c'est cadré, c'est normé, heureusement. Et là ça s'est fait de manière complètement anarchique. Et en même temps, ce qui est paradoxal avec le télétravail, c'est pas forcément négatif. Parfois, on a pu y trouver des avantages. Déjà, par exemple, on économise du temps de transport. Je pense à ceux qui travaillent à Paris, qui habitent en banlieue. Des fois, c'est près de 3 heures aller-retour par jour. C'est quand même appréciable de se dire, je peux continuer à travailler, mais en évitant d'être comme ça dans le RER B, en pleine canicule ou des choses comme ça. Ça peut être positif aussi pour le climat, encore qu'il y a un coût climatique du numérique avec les serveurs, etc. Mais c'est vrai qu'on se dit après tout, si on est capable de télétravailler au moins une partie de la semaine, c'est des jours où je peux prendre la bagnole pour aller bosser, etc. Donc ça peut être peut-être une solution qui répond à certains de nos objectifs de qualité du travail, de transition écologique pour demain. Mais ça peut aussi avoir des effets pervers, le télétravail, parce que c'est quelque part, pour ceux qui n'avaient jamais expérimenté, c'est d'un seul coup le travail qui arrive au domicile, c'est le poste de travail qui vient s'installer, alors en plus comme ça là ça a été fait vraiment du jour au lendemain, donc c'est le poste de travail qui se retrouve installé dans la chambre, dans le salon, etc. On a tous pu visiter un petit peu l'intérieur de nos collègues avec les visioconférences, donc voilà. Et puis Dylan disait tout à l'heure, je prenais pas de pause. Et c'est vrai que quand on est la vie de bureau, on connaît tous, je pense la plupart d'entre nous, on a travaillé, voilà, dans une vie de bureau. Bon, à un moment donné, il y a un collègue qui passe, qui dit tu viens prendre un café, etc. Ça permet de faire une pause, puis on discute du travail avec les collègues, ça permet d'échanger, c'est des relations sociales, etc. Toi en télétravail, on perd tout ça. Donc voilà, je voulais qu'on ait une discussion là-dessus, parce que je pense que je crois qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont vu aussi l'intérêt du télétravail, parce que s'il y a des entreprises, notamment à Paris, qui se sont dit tiens, en fait, on peut travailler comme ça, donc si je passe une partie de mes salariés en télétravail, au moins une partie du temps, je peux peut-être revendre une partie de mes locaux qui me coûtent une blinde, et donc je vais gagner de l'argent, mais en fait je vais pas perdre en efficacité, minimum, voire peut-être je vais y gagner. Et donc là, on s'est dit c'est urgent on parie sur le fait que très probablement voilà, le télétravail à la faveur, j'allais dire, du confinement va être peut-être mis en place de manière plus forte, et donc il faut qu'on réfléchisse là aussi aux dangers qu'il y a derrière et aux régulations qu'on peut inventer. Et c'est pour ça que je vais donner la parole à Émilie Vert, qui est donc maîtresse de conférence à l'Université de Lyon 2 en psychologie du travail et des organisations, et qui a travaillé sur le télétravail pour qu'elle nous explique justement ce qu'il peut y avoir aussi de dangereux, ce qui doit nous alerter dans cette nouvelle organisation du travail qui est le télétravail. Merci beaucoup. Donc oui, aujourd'hui, effectivement, je vais parler plutôt des risques qui sont associés au télétravail, mais je tiens à souligner que le télétravail n'est pas générateur que de risques. Bien évidemment, ça peut aussi être des opportunités. Alors, je me suis centrée plus spécifiquement, j'imaginais qu'avec vous, plutôt les risques psychosociaux, qu'on peut aborder finalement à partir de 3 éléments, mais qui rejoignent ce qui a été dit. La question de la santé, donc physique et mentale, puisqu'en psychologie du travail ça nous intéresse. La question des relations à autrui et aussi de l'insertion socio-professionnelle des télétravailleurs, ça a été un peu évoqué aussi autour de la question des travailleurs indépendants. Et puis la question de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, dont on a parlé et qui a été exacerbée pendant la période du confinement qu'on a connue, donc qui est un peu
qui a été évoqué beaucoup dans les médias. Du point de vue de la santé physique et mentale, alors il faut savoir que sur le télétravail, il y a déjà depuis une bonne vingtaine d'années, en tout cas tel qu'on le connaît aujourd'hui, hein, via les technologies de l'information et la communication, il y a des travaux qui sont menés depuis une bonne vingtaine d'années et qui remettent en question les bénéfices qui sont souvent mis en avant, notamment en termes de gains de productivité, d'efficacité, de performance, qui sont mis en avant par les entreprises. On parle parfois de gains de l'ordre de 20% ou de 30% de productivité en plus. Donc des travaux qui soulignent qu'en réalité, ces bénéfices sont dus à une extension de l'activité de travail, une intensification du travail et une densification du travail. Autrement dit, quand on est en télétravail, on travaille plus longtemps, on mobilise plus de ressources et de capacités, notamment mentales, et on fait plus de choses dans un même laps de temps comparativement au travail qu'on peut réaliser sur site ou que nos homologues peuvent réaliser sur site. Alors, qu'est-ce qui explique ce phénomène? Trois éléments majeurs. D'une part, ce qu'on appelle la théorie des champs sociales, c'est-à-dire que le télétravail est encore aujourd'hui un privilège auquel tout le monde n'a pas accès. Et donc, en principe, les télétravailleurs se sentent redevables vis-à-vis de leur organisation qui leur a accordé ce privilège. Et du coup, ils ont le sentiment qu'ils doivent s'acquitter d'une dette. Et de ce fait, ils s'investissent beaucoup dans le travail pour montrer que finalement, ils méritent cette promotion ou le privilège qu'ils ont pu obtenir. Donc ça, c'est une première explication quand on interroge les télétravailleurs. Une autre explication, c'est une sorte de culpabilité intériorisée des télétravailleurs qui justement se disent que eux, ils n'ont pas un temps de déplacement ou de transport important dans des conditions compliquées. Eux, ils n'ont pas à subir un environnement de travail qui est jugé de plus en plus délétère, qui est source de stress, dans des conditions parfois très difficiles. On a vu augmenter de plus en plus ces dernières années les bureaux de type open space et de plus en plus récemment de type flex office, donc sans espace attitré. Et donc, ils se sentent coupables, eux, d'accéder à des conditions et un environnement de travail qui jugent plus favorables comparativement donc à des collègues ou des pairs qui, eux, continuent à travailler sur site. Donc, de ce fait, on a aussi un surinvestissement de la sphère professionnelle. Et le troisième élément qui concerne cette fois-ci plutôt les relations à autrui, même si le télétravail a progressé au cours des dernières années, il y a encore des représentations sociales négatives qui sont associées au télétravail. Les télétravailleurs expriment encore, quand on les interroge aujourd'hui, subir des formes de discrimination, des propos de la part de leurs collègues qui ne télétravaillent pas, qui émettent des doutes quant au fait qu'eux sont en train de travailler lorsqu'ils sont au domicile. Voilà, des moqueries récurrentes qu'ils subissent. Et de ce fait, ils mettent en place des stratégies pour rester visibles, montrer qu'ils sont bien en train de travailler derrière leur écran, qu'ils sont présents tout au long de la journée de télétravail, et ils ont tendance à surinvestir à nouveau le travail et donc à rallonger leur journée de travail pour montrer qu'il y a un résultat et donc qu'ils ont bien travaillé pendant qu'ils étaient en télétravail. Donc des travaux qui alertent sur le fait que le télétravail peut être à l'origine de formes de surtravail, voire d'addiction au travail, des personnes qui n'arrivent plus à s'arrêter, notamment à la fin de la journée de travail, qui continuent au maximum à terminer ce projet, terminer ce dossier avant d'arrêter, et qui peuvent aboutir à de l'épuisement professionnel. Il y a des études qui montrent que bon nombre de télétravailleurs peuvent arrêter leur travail du fait d'un épuisement professionnel qui a été constaté. Donc des risques au niveau de la santé et de la qualité de vie des télétravailleurs qui posent la question finalement, des choses aussi dont on a entendu parler assez récemment du fait d'une augmentation de l'utilisation des technologies dans le cadre professionnel, pas nécessairement que chez les télétravailleurs, mais qui posent la question du droit à la déconnexion et du droit au repos chez l'ensemble des travailleurs qui utilisent ces technologies, et puis de la préservation de la santé des salariés.
Alors les deux autres points qui sont quand même liés aussi aux questions de santé et de préservation de la santé concernent d'abord les relations à autrui. Donc là aussi les études sont assez unanimes pour dire que le télétravail contribue à la fragmentation des collectifs de travail, contribue à une dégradation des liens sociaux et des relations de travail. Les télétravailleurs évoquent souvent une restriction de leur réseau relationnel, c'est-à-dire qu'ils sont amenés à côtoyer à distance uniquement les personnes avec qui ils travaillent directement, alors qu'avant, dans tous ces espaces informels, on peut croiser les RH, des collègues d'autres services, etc., ce qui n'arrive plus quand on est en télétravail. Donc une perte des relations informelles ou spontanées dans le cadre professionnel. Et puis, donc, comme je le disais tout à l'heure, cette idée aussi de stigmatisation qui peut être associée au télétravail et qui peut créer on va dire des tensions entre des groupes, les télétravailleurs versus les non-télétravailleurs. Donc là aussi, en tant que psychologue du travail et des organisations, ça nous interroge parce qu'on sait, dans nos domaines de recherche et d'intervention, que les relations interpersonnelles, les soutiens sociaux, les collectifs de travail protègent les salariés, la santé des salariés et favorisent leur bien-être quand ils doivent faire face à des conditions de travail difficiles. Le dernier élément qui concerne la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, je pense que tous ceux qui sont amenés à expérimenter différentes formes de télétravail plus ou moins contractualisées, enfin en tout cas qui sont amenés à travailler depuis leur domicile via les technologies, vont bien se reconnaître. Donc les télétravailleurs expriment souvent les difficultés qu'ils ont du fait de la délocalisation de leur travail, c'est-à-dire du fait de devoir travailler au domicile, les difficultés qu'ils ont à faire face à la fois à des exigences familiales et domestiques et des exigences professionnelles, des difficultés qu'ils ont à établir une frontière claire entre ce qui relève du professionnel et ce qui relève du personnel, puisque tout se mélange dans les mêmes espaces et dans les mêmes temporalités au domicile. Des tensions donc, qui sont souvent relatées avec l'entourage familial, que ce soit les enfants, la compagne ou le compagnon, voire même avec des amis, et qui sont source de stress dans la vie privée des télétravailleurs. Et puis également, quelque chose qui est constaté, c'est que finalement, du fait du surinvestissement et de l'extension du travail dans la vie personnelle, les télétravailleurs ont tendance à désinvestir leur vie personnelle dans le sens prendre soin d'eux, prendre du temps pour eux, faire des loisirs, pour que leur sphère familiale soit préservée par rapport à ce surinvestissement de la sphère professionnelle. Or là aussi que les temps de récupération sont importants, les temps pour soi sont importants pour la santé. Et autre élément lié aux relations interpersonnelles aussi, finalement le sentiment de solitude et d'isolement que les télétravailleurs ressentent dans leur sphère professionnelle, elle s'étend plus largement à la sphère sociale, puisque donc des tensions possibles avec l'entourage personnel, aussi amical, moins de loisirs et moins de sorties entre amis. Mais aussi on observe beaucoup plus de sédentarité. Donc tout à l'heure il était question des pauses. En fait les télétravailleurs prennent peu de pauses au cours de la journée de travail. Donc ça pose des questions en termes d'exposition au risque professionnel de type troubles musculo-squelettiques, puisque station prolongée. Ça pose la question de l'aménagement. Très peu de télétravailleurs disposent d'un aménagement, on va dire, bien adapté au domicile, d'une pièce isolée pour travailler. Donc ça pose des questions en termes de santé physique, mais on constate aussi qu'ils sortent peu de chez eux. Donc là revient la question de la sédentarité, du fait de travailler depuis chez soi, et des effets négatifs que ça peut avoir sur la santé, puisque se déplacer, c'est aussi une forme d'activité physique au cours de la journée, et on a des témoignages de télétravailleurs qui, lorsqu'ils télétravaillent 2 ou 3 jours d'affilée, ne sortent pas de leur domicile pendant 2 ou 3 jours. C'est vrai que le déplacement pour aller au travail, c'est aussi l'occasion d'acheter une baguette, sur le temps de trajet, de côtoyer des gens. Et les télétravailleurs ont tendance à se replier sur eux-mêmes et à avoir moins de liens sociaux plus largement avec leur entourage. Donc c'est tout pour ce que j'avais imaginé. Peut-être qu'on pourra continuer.
Voilà, on a un petit peu dépassé le temps, mais on a quand même le temps de prendre quelques questions s'il y a des questions de la salle. Oui, monsieur. Alors il faut, par contre, on ne peut pas faire circuler les micros, donc il faut juste parler fort. Je viens prendre le micro, peut-être. Non. Juste... Ah, mais attends, pardon, excusez-moi, je dois savoir. Juste quelques remarques. Moi, je suis médecin du travail, donc j'ai une visibilité un peu particulière. Hein. Mais je voulais attirer l'attention, je vais pas revenir, c'est très intéressant tout ce que vous avez dit, et je soutiens. Ceci dit, j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur une situation défensive. Et que l'idée, c'est peut-être d'avoir recours à des concepts pour penser politiquement la transformation du travail. Il y a peut-être des concepts à tenir en compte. Alors, le premier, je dirais, c'est la question de la valeur du travail dans l'identité. C'est Christophe Dejour, avec la psychodynamique du travail, qui l'a dit. Il n'y a pas que le sexe comme valeur de l'identité, il y a aussi le travail qui est fondamental. Et je crois que ça, il faut le rappeler. Le deuxième, c'est la question de la reconnaissance et de la régulation collective. Il n'y a pas de valeur de travail d'identité s'il n'y a pas une reconnaissance et une régulation collective. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais ça existe quand même. Parfois, ils le font autour d'eux, mais il faut vraiment ça. La troisième chose, c'est la question, l'alternance entre indépendance et autonomie. Il y a souvent la confusion des deux. Moi qui suis médecin, je sais bien que tous les médecins se prétendent indépendants, et c'est très différent. Je crois qu'on doit toujours dépendre de quelque chose, et c'est la question d'autonomie qui est en valeur, mais d'indépendance, du fait d'avoir des valeurs, des missions, enfin, quelque part. Quoi, hein. Et je crois que ça, il faut raison là. Sur la santé au travail, je vais pas dire, parce que vous savez que le service de médecine du travail, même s'il est pléthorique en médecin du travail aujourd'hui, pas pléthorique, il y a une pénurie importante, mais il est plus que les autres pays, il est très déficient, parce que tout le système de santé au travail aujourd'hui est gouverné, maîtrisé par le patronat. Même s'il y a une représentation paritaire, c'est pas vrai, c'est le patronat qui présente. Et la santé au travail n'est pas traitée au ministère de la Santé, mais traitée au ministère du Travail. Et les syndicats sont un petit peu dans la compromission avec ça, parce qu'ils pensent qu'ils ont plus de représentation salariale dans le ministère du Travail que dans le ministère de la Santé. Alors, c'est un gros problème, parce que pour la santé publique, peut-être sans assez de travail, mais c'est un vrai problème. La dernière chose, c'est la question de la gouvernance. Vous n'avez pas parlé de la question de la gouvernance, parce que vous avez parlé de la question des valeurs, et je pense que la question de la gouvernance là-dedans, par rapport à cette santé au travail, je pense que c'est très important, mais par rapport à toutes ces plateformes, la question de leur gouvernance est un vrai problème. Non seulement de la régulation collective, mais la question de leur gouvernance. Et je pense que politiquement, il faut le poser. C'est la question de la propriété aussi derrière. Quelque chose des valeurs humaines. Moi, je constate aussi qu'aujourd'hui, une des grandes causes de décompensation psychique et psychosomatique des gens est la question du conflit de valeurs. Dans les risques psychosociaux, la catégorisation, alors les 6 catégories trouvées par les chercheurs français en 2010, j'avais sous-estimé ce qu'il y a de valeurs. Aujourd'hui, ce que je vois pas comme décompensation, c'est vraiment les conflits de valeurs, parce que les gens travaillent pour des valeurs, on leur demande de faire des choses qu'ils ne voudraient pas faire pour leur entourage humain. Et ça, c'est un problème fondamental. Aujourd'hui, j'ai plein d'amis qui travaillent, mais ils ne voudraient pas consommer. Alors, il y a aussi la question de la consommation, nous sommes tous des consommateurs. Hein. Dernière chose, alors c'est les valeurs humaines. Troisième chose, la question aussi du salarié, parce que vous parlez des travailleurs indépendants, mais c'est bien plus large que ça. Parce que la question de la subordination du salariat est un vrai problème à remettre en cause. Et avec d'autres chercheurs sociologiques actuellement, on pense à la question entre subordination et collaboration, il y a coopération et collaboration, vraiment des trous à chercher. Le salariat, actuellement, dans cette subordination, dans son appartenance, peut commettre des erreurs, des engagements, des valeurs qui ne sont pas humaines. Et c'est un vrai problème de fond qu'il faut traiter. Voilà. Alors là, c'est une question d'appartenance avec des valeurs. Voilà. Je voulais juste mettre ces deux oppositions, je ne veux pas en développer, mais je voulais... Voilà. Merci beaucoup. On prend 2-3 autres questions, et puis j'aurai des réponses groupées ensuite. Allez-y. Bonjour. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit au niveau des risques psychosociaux, parce que je suis déléguée syndicale de la Sécu, j'ai 650 salariés où je suis, ça a été un de nos gros sujets, dont les risques psychosociaux. Et moi j'ai fait relever à nos directions et on en a peur et on le voit par les collègues, on l'a vécu nous-mêmes parce qu'on travaille aussi. On a beaucoup de... vous savez, la société individualiste, etc., on la retrouve dans le monde du travail, beaucoup de conflits dans les bureaux, dans le monde du travail, etc. Le fait d'avoir été coupé par le télétravail, nous on a toujours dit mon collègue, dès le départ, avant qu'ils reviennent, le gros problème va être de revenir, parce qu'ils ont été coupés de tous ces conflits, et je pense qu'ils se les prennent, après vous êtes plus psychologue que moi, ils se les prennent en plus de violence en revenant, parce qu'ils ne veulent plus de ça. Et je pense qu'on a un réel problème de ce côté-là, et je pense que c'est un sujet
très intéressant à aborder, surtout ce monde du travail qui ne veulent plus, parce que le Covid, ils ont tous eu le temps de réfléchir. Et je le trouve très intéressant l'atelier parce qu'on est très éloigné de tout ça et on a appris beaucoup de choses. Et je voudrais vous dire merci pour tout ce qu'on a appris aussi aujourd'hui. Merci à vous.